Et si la guerre se décidait désormais bien au-delà de la boue des tranchées, dans les profondeurs invisibles des infrastructures stratégiques? Imaginez un instant. Ce n'est plus seulement sur le terrain que tout bascule, mais aussi dans les salles de commande des centrales électriques, dans l'ombre des entrepôts, sur des routes secondaires oubliées de tous, et surtout, dans les arcanes de la diplomatie internationale. Depuis quelques jours, en Ukraine, une nouvelle étape du conflit s'est ouverte. Les frappes russes ne frappent plus seulement les soldats et les blindés, mais visent, avec une précision chirurgicale, tout ce qui fait battre le cœur du pays. L'attaque ne fait plus de distinction. Elle touche les réseaux électriques, les dépôts de carburant, les centres logistiques, les ateliers de réparation, et jusqu'aux écoles qui forment les opérateurs de drones, indispensables à la défense ukrainienne. Prenons un exemple concret. La centrale électrique de Kharkiv, frappée un matin glacial. En quelques minutes, des quartiers entiers sont plongés dans l'obscurité. Les tramways s'immobilisent, les hôpitaux doivent basculer sur des générateurs d'urgence, et les usines voient leur production stoppée net. Ce scénario, qui se multiplie aujourd'hui, rappelle les coupures massives subies par la France pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés visaient les voies ferrées et les centrales pour désorganiser la logistique allemande. L'histoire se répète, mais avec des outils et des enjeux nouveaux. L'électricité, devenue un luxe rare, manque partout. À Odessa, les habitants font la queue dès l'aube devant les stations-service, espérant obtenir quelques litres de carburant pour alimenter un générateur ou un véhicule. Chaque coupure de courant, chaque livraison retardée, chaque stock détruit rapproche l'économie ukrainienne de l'asphyxie. Ce n'est plus seulement une question de confort, mais de survie. À Kiev, les coupures répétées rappellent les pires moments de l'hiver 44, lorsque la ville, assiégée, peinait à tenir face à la faim, au froid et à l'épuisement. La logistique, ce mot abstrait, prend ici tout son sens. Imaginez une division militaire coupée de ses ravitaillements. Plus de munitions, plus d'essence, plus de nourriture. Le moral s'effondre, la capacité de résistance s'érode. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Selon plusieurs sources, l'armée ukrainienne aurait perdu, ces derniers jours, plusieurs milliers d'hommes, entre 10 000 et 11 000 selon les estimations les plus alarmantes. Ce chiffre, même s'il doit être manié avec prudence, traduit une réalité. La guerre d'usure atteint un niveau inédit. La pénurie devient le quotidien des soldats. Des témoignages, relayés sur les réseaux sociaux, évoquent des troupes manquant de gilets pare-balles, de drones, parfois même de chaussures ou de rations. Cette situation fait écho à celle de l'armée française en mai 1940, lorsque la logistique, saturée et désorganisée, n'a pas su faire face à la rapidité de l'offensive allemande. L'épuisement n'est pas seulement physique, il est aussi moral. Les soldats doutent, les familles s'inquiètent, la confiance dans l'avenir s'effrite. Mais la bataille ne se joue pas seulement sur le front. Dans l'ombre, un autre affrontement a commencé, celui de la diplomatie et des alliances. Pour la première fois, les alliés occidentaux discutent ouvertement d'un compromis, sans attendre le feu vert de Kiev. Dans les salons feutrés des chancelleries, on prépare déjà les grandes lignes d'un futur accord, qui pourrait bouleverser la carte de l'Europe de l'Est. L'Ukraine, jadis au centre des décisions, se retrouve peu à peu reléguée au rang de simple variable d'ajustement dans les calculs des grandes puissances. Ce basculement rappelle la conférence de Yalta, en 1945, où l'avenir de l'Europe fut décidé sans que les pays les plus directement concernés puissent vraiment peser sur les choix. Aujourd'hui, la sécurité de toute l'Europe semble suspendue à quelques conversations secrètes, à des compromis élaborés loin du champ de bataille. Le risque ? Que l'Ukraine perde non seulement ses territoires, mais aussi sa capacité à décider de son propre avenir. Un tel scénario aurait des conséquences incalculables. La déstabilisation de l'Ukraine ouvrirait la voie à de nouvelles vagues migratoires, accentuerait les tensions économiques et ferait naître des crises sécuritaires incontrôlables. Les souvenirs des guerres balkaniques des années 90, avec leur cortège de réfugiés et de tensions communautaires, hantent les capitales européennes. Pour comprendre comment cette situation explosive a pu s'installer en quelques semaines seulement, il faut revenir sur les derniers jours et décrypter la nouvelle stratégie d'attrition adoptée par Moscou.
Cette stratégie ne vise plus à conquérir rapidement du terrain, mais à épuiser l'ennemi, à le priver de ses ressources, à le pousser à la rupture par une série de pressions simultanées. Regardons, heure par heure, comment ce basculement s'est orchestré. À l'est de l'Ukraine, chaque immeuble gagné se paie au prix fort. Les combats dans des villes comme Kupiansk rappellent les affrontements de Stalingrad ou de Grozny. Une guerre de rues, de ruines, où chaque bâtiment devient un bastion à prendre ou à défendre. Mais la nouveauté, c'est que l'arrière, le soutien logistique, vacille aussi. Des localités clés comme Tikaya, Pechana, Privolia sont tombées, signant un déplacement profond de la ligne de front. Dans ce tumulte, les pertes ukrainiennes atteignent des niveaux jamais vus. Entre 10 000 et 11 000 soldats tués ou blessés en une semaine, selon différentes sources. Même en tenant compte d'exagérations possibles, l'ampleur de la crise est frappante. Il suffit de se rappeler la bataille de la Somme en 1916, où les pertes massives avaient fini par casser l'élan des offensives alliées. L'histoire militaire montre que lorsqu'une armée atteint un seuil d'épuisement, le risque d'effondrement devient réel. Partout, la pénurie s'installe. Hommes, munitions, matériel, tout manque. Les rapports parlent de compagnies réduites à une poignée d'hommes, de chars immobilisés, faute de pièces détachées, de positions abandonnées, faute de renforts. Les réseaux sociaux bruissent de messages désespérés. Nous manquons de tout, envoyez des renforts. Ce n'est plus seulement la résistance qui est éprouvée, mais la capacité même de l'Ukraine à tenir un front cohérent. Face à cela, la stratégie russe s'adapte. Les forces avancent méthodiquement, protégées par des essaims de drones et par l'aviation. Chaque pas est calculé. Il s'agit de limiter les pertes russes, quitte à progresser lentement, rue après rue, immeuble après immeuble. Cette tactique rappelle celle des Soviétiques à Berlin en 1945. Avancer sans précipitation, consolider chaque position, utiliser la supériorité en artillerie et en renseignement. Dans le même temps, un autre front s'embrase, celui de l'énergie. Ces derniers jours, des frappes coordonnées frappent les principaux réseaux électriques du pays. Les coupures de courant ne sont plus des incidents isolés, mais paralysent désormais des chaînes industrielles entières. Les hôpitaux fonctionnent à peine. Des villes entières plongent dans le noir pendant des heures, parfois plusieurs jours. Les quelques générateurs disponibles suffisent à peine, et le carburant devient une denrée rare. Cette situation rappelle la crise énergétique subie par l'Italie en 1943, lors des bombardements alliés sur les infrastructures du nord du pays. L'épuisement simultané des ressources humaines et matérielles rend possible l'effondrement d'une portion du front. Si cette dynamique n'est pas inversée rapidement, une percée russe majeure pourrait devenir inévitable, avec des conséquences incalculables. L'histoire militaire regorge d'exemples où l'effondrement logistique d'un camp a précipité sa défaite. La retraite de Napoléon de Russie, en 1812, ou la débâcle allemande à Stalingrad. À Kiev, l'inquiétude monte. Les premiers signes de pression politique se font sentir, aussi bien sur le plan intérieur qu'international. Les familles des soldats manifestent pour exiger plus de moyens, les députés s'inquiètent de la lassitude de l'opinion publique, et les alliés occidentaux commencent à évoquer la nécessité de trouver une issue négociée. Quand toute une armée repose sur quelques ponts et stations-service, chaque missile lancé peut bouleverser le cours de la guerre. Une simple attaque sur un carrefour stratégique suffit parfois à isoler une brigade entière. C'est ce qui s'est produit à Bakhmout, où la perte d'un pont a coupé les troupes de leur ravitaillement pendant plusieurs jours, forçant une retraite précipitée. Depuis plusieurs semaines, la Russie met en œuvre une stratégie d'usure, frapper méthodiquement tout ce qui permet à l'armée ukrainienne de résister. Les cibles sont choisies avec soin, stocks de carburant, dépôts de drones, centres d'entraînement, mais surtout infrastructures énergétiques. Ce n'est plus une série de bombardements isolés, mais une campagne coordonnée pour étouffer l'ennemi à la source. Imaginons une base de drones, touchée en pleine activité. En quelques secondes, des dizaines d'appareils, des réservoirs de carburant et des batteries, mais aussi des opérateurs et techniciens, sont détruits. Un aérodrome formant les pilotes de drones a été frappé sans aucune alerte préalable, provoquant des pertes humaines importantes et une vive polémique sur la sécurité des personnels. Ailleurs, un centre de formation a été réduit en cendres.
emportant avec lui des réserves indispensables pour maintenir l'effort de guerre. C'est la même logique qui a prévalu lors des bombardements alliés sur les usines de la Ruhr pendant la Seconde Guerre mondiale. Priver l'adversaire de ses outils industriels pour briser sa capacité de résistance. Les usines et ateliers, essentiels à la production et à la réparation, ne sont pas épargnés. Chaque bâtiment détruit, chaque stock de batteries ou de pièces anéanti, affaiblit la chaîne logistique ukrainienne. Réparer un véhicule ou envoyer un lot d'équipement vers le front prend désormais des jours au lieu de quelques heures. Cette lenteur met en péril la réactivité de l'armée, tout comme la destruction des ateliers ferroviaires français par la Luftwaffe en 1944 avait désorganisé la logistique alliée. Au sol, les lignes d'approvisionnement rétrécissent. Les routes et les voies ferrées subissent des attaques quotidiennes. Rails arrachés, ponts écroulés, convois pulvérisés en rase campagne. Acheminer des renforts ou évacuer les blessés devient un défi presque impossible. Parfois, la perte d'un seul carrefour stratégique suffit à isoler une zone entière pendant plusieurs jours. C'est exactement ce qui s'est produit lors de la campagne d'Afrique du Nord, où la destruction des axes logistiques par les Britanniques avait condamné les forces de l'Axe. La multiplication des frappes kamikazes, qu'elles soient menées par drones ou missiles de précision, transforme écoles, maisons et usines en décombres. Derrière chaque attaque, on perçoit une volonté de briser non seulement l'armée, mais aussi la population. Les coupures d'électricité plongent des villes entières dans l'obscurité. Les pompes à eau cessent de fonctionner. Les hôpitaux tournent au ralenti. L'économie locale s'effondre, créant un climat de peur et de lassitude. Les autorités russes ne cachent plus leur doctrine. Désorganiser l'Ukraine en coupant ses arrières, non en affrontant directement la ligne de front. Moins de munitions, moins de carburant, moins de moyens de réparation. Chaque pénurie rapproche Kiev d'un point de rupture. Cette logique rappelle la stratégie de blocus employée contre l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui avait fini par provoquer la famine et l'effondrement du moral national. À mesure que la logistique s'effondre, la capacité de résistance ukrainienne s'amenuise. Défendre le territoire devient plus difficile, et même la possibilité de négocier en position de force disparaît peu à peu. La population civile, confrontée à la pénurie et à l'insécurité, paie le prix le plus lourd de cette guerre d'usure calculée. Les files devant les boulangeries s'allongent, les parents se battent pour trouver du lait, les hôpitaux improvisent avec les moyens du bord. Alors que la pression logistique s'intensifie, une autre bataille se joue sur le plan diplomatique. L'Ukraine doit désormais compter sur le soutien international pour éviter l'effondrement total. Mais ce soutien, lui aussi, semble vaciller. Dans l'ombre, la carte des alliances se redessine. Qui détiendra vraiment le pouvoir de décider du sort de l'Ukraine? Alors que les combats s'intensifient, l'avenir de Kiev se négocie loin de la ligne de front, dans les salons feutrés des capitales occidentales. Depuis quelques semaines, la perspective de négociations directes entre Washington et Moscou prend de l'ampleur. L'Ukraine, pourtant première concernée, se retrouve reléguée au rang de spectatrice impuissante de son propre destin. Des rumeurs insistantes évoquent une rencontre possible entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ce rendez-vous, s'il devait avoir lieu, pourrait rappeler les rencontres Nixon-Brejnev pendant la guerre froide. Des discussions où les petits États n'avaient que peu de poids face aux géants. Mais rien ne garantit qu'un simple échange suffirait à briser l'impasse. Les intérêts des grandes puissances divergent profondément et aucune solution évidente ne se dessine. Derrière chaque porte close, la peur de perdre la face pèse autant que les ambitions stratégiques. Une hypothèse circule de plus en plus. Geler le conflit sur les positions actuelles. Mais Moscou refuse de s'en satisfaire. Pour la Russie, l'objectif reste de conquérir de nouveaux territoires et d'obtenir des garanties de sécurité, bien au-delà d'un simple cessez-le-feu. Cette intransigeance rend tout compromis presque impossible. Les précédents historiques abondent. La Corée, divisée en 1953, malgré la volonté initiale de réunification. La Bosnie, figée par les accords de Dayton. Du côté européen, l'atmosphère est tout aussi tendue. L'Union européenne apparaît fragmentée, incapable d'adopter une position commune face à la pression des États-Unis pour relancer le dialogue avec la Russie. Nombre de gouvernements européens
rechignent à faire la moindre concession, par crainte de fragiliser la sécurité du continent et d'ouvrir la porte à d'autres révisions de frontières. À Bruxelles, à Berlin, à Paris, la méfiance domine, chaque décision étant pesée en fonction de la sécurité collective et des enjeux électoraux à venir. Ce climat rappelle celui de l'Europe de l'Est en 1938, à la veille des accords de Munich. Au cœur de cette incertitude, un acteur inattendu gagne en influence, la Hongrie. Depuis Budapest, Viktor Orban se propose discrètement comme médiateur, espérant organiser des discussions sans faire de vagues. Ce rôle d'équilibriste révèle à quel point la diplomatie européenne est éclatée, chaque État défendant ses propres intérêts, parfois au détriment de l'unité occidentale. On se souvient du rôle joué par la Suisse lors des négociations de paix au Liban ou par la Finlande pendant la guerre froide. Mais pour Kiev, la menace la plus pressante reste le recul tangible du soutien militaire occidental. La dernière visite de Volodymyr Zelensky à Washington n'a permis aucune avancée majeure. La lassitude s'installe chez les Alliés, l'aide promise fond comme neige au soleil, et les stocks d'armement s'épuisent. La promesse d'un soutien, aussi longtemps que nécessaire, sonne de plus en plus creux. Les exemples de la guerre du Vietnam ou de l'Afghanistan illustrent combien le soutien international peut s'éroder avec le temps. La question brûle désormais toutes les lèvres. Si les Occidentaux imposent à l'Ukraine une paix défavorable, c'est la crédibilité des alliances et l'ordre international qui se trouvent menacés. La peur d'un précédent dévastateur hante les chancelleries. Céder maintenant, c'est risquer de tout perdre demain. On se souvient de l'abandon de la Tchécoslovaquie en 1938, prélude à la Seconde Guerre mondiale. Pendant que les dirigeants négocient et tergiversent, la population ukrainienne endure chaque jour les coupures d'électricité, les bombardements, la pénurie de produits essentiels. Pour elle, la survie ne se joue pas dans les salons diplomatiques, mais dans la capacité à tenir encore un jour, alors que l'hiver et l'incertitude s'installent. Les files devant les boulangeries rappellent celles de Sarajevo pendant le siège des années 90. Alors que la lassitude gagne les Alliés et que les ressources s'épuisent, une question s'impose. Jusqu'où Kiev pourra-t-elle tenir sans soutien massif? La prochaine décision des puissances occidentales pourrait tout faire basculer. Les exemples de Stalingrad ou de Dien Bien Phu montrent que la bascule peut être brutale et définitive. Quand la lumière s'éteint et que l'hiver gronde à l'horizon, c'est tout un peuple qui retient son souffle. La survie redevient une affaire quotidienne. Dans des villes comme Odessa, chaque jour s'organise autour de l'absence. Plus d'électricité, plus d'eau, plus de chauffage. Les foyers s'adaptent, entre peur du noir et routines improvisées dans le froid mordant. Comme à Leningrad, pendant le siège, la solidarité devient vitale. L'incertitude alimente la panique. Générateurs, poêles à bois, bidons de carburant. La population chasse tout ce qui peut offrir un peu de chaleur ou de lumière. Les files s'étirent devant les stations-service, les magasins de bricolage sont dévalisés. Chacun tente de deviner combien de nuits il faudra endurer. Les souvenirs des grands froids de l'hiver 44 ressurgissent. Mais la pénurie va plus loin. Les frappes sur les ports, les entrepôts, les routes civiles coupent le souffle de l'économie du sud et de l'est de l'Ukraine, déjà fragilisée. Les marchandises se raréfient, la vie ralentit, les familles s'angoissent pour l'avenir. Comme à Alep ou à Mossoul, la population doit inventer de nouveaux moyens de survie. Chaque nuit, c'est un duel oppressant. Défense ukrainienne contre missiles russes. Les explosions, les débris, les incendies et les évacuations d'urgence hantent l'obscurité. Les nerfs lâchent. La fatigue pèse sur chaque geste, chaque choix. Dans les abris, on échange des conseils pour économiser l'énergie. On partage les maigres ressources. La colère gronde. Beaucoup exigent que leurs dirigeants protègent mieux la population, alors même que la tension et l'épuisement risquent de fissurer la société. Les manifestations se multiplient, rappelant celles de la Grèce lors de la crise économique. Au-delà des frontières, l'Europe sent la crise énergétique et migratoire approcher avec l'hiver. Gouvernements et ménages s'inquiètent, tandis que la solidarité continentale vacille sous la pression. Les souvenirs de la crise des réfugiés syriens en 2015 sont encore vifs.
Désormais, pour l'Ukraine, tout se joue. Préserver sa cohésion et son endurance face à la tempête. Pour l'Europe, la stabilité elle-même semble plus fragile que jamais, suspendue à l'issue du conflit. La moindre étincelle pourrait embraser tout le continent. Au fil des semaines, la pression internationale s'intensifie, et la question de négociation ou d'une nouvelle escalade militaire plane sur chaque décision. À Kiev comme à Bruxelles, chaque choix pèse désormais sur l'avenir du continent. Les leçons du passé nous rappellent que chaque décision prise aujourd'hui façonnera les décennies à venir. Saisir les véritables enjeux du conflit, aujourd'hui, c'est refuser la facilité et choisir de préparer l'avenir collectivement. Face à l'incertitude, la seule réponse possible est la lucidité, la solidarité et l'engagement civique de tous. Cela passe par des actions concrètes. Soutenir les réfugiés, s'informer auprès de sources variées, participer au débat public sans tomber dans la caricature. Dans le tumulte permanent des informations, la tentation est forte de s'accrocher à des récits simplistes. Mais réduire la guerre à une opposition binaire, c'est passer à côté de sa complexité réelle et se condamner à ne pas voir venir ses conséquences. Les fausses évidences d'aujourd'hui préparent les tragédies de demain. Le conflit en Ukraine, ce n'est pas seulement une carte qui bouge ou des bilans de morts et de blessés. C'est un effritement méthodique des infrastructures vitales, une crise énergétique qui s'étend et la lente désagrégation des liens sociaux, sur fond de recomposition des équilibres mondiaux. Chaque centrale visée, chaque tractation discrète, construit une instabilité dont les secousses dépasseront largement les frontières ukrainiennes. Ignorer cette complexité, c'est s'exposer à la manipulation et courir le risque de répéter les erreurs qui, hier, ont mené aux plus grandes tragédies. L'histoire l'a montré, de nombreuses crises majeures ont germé dans l'indifférence ou la caricature avant de coûter, pour des générations, un prix incalculable. Pensons à la montée des tensions avant 1914 ou à la guerre en ex-Yougoslavie. Face à ces dangers, exiger une information plurielle, confronter les sources et refuser de céder à la fatalité, c'est s'armer contre la propagande et la polarisation qui menacent nos démocraties. Seule une lucidité partagée peut donner à nos choix du poids face à l'incertitude et préserver ce qui fonde nos valeurs. À l'heure où tout vacille, chacun porte une part de responsabilité. Laisser les schémas simplistes s'imposer, c'est déjà renoncer à agir et à comprendre. Mais défendre la nuance, c'est garder ouverte la possibilité de solutions nouvelles et raviver l'espoir d'un avenir meilleur. L'histoire nous enseigne que l'avenir appartient à ceux qui refusent la fatalité et osent imaginer une voie différente, même dans la nuit la plus profonde.